exceptionnel, l'anniversaire du deuxième réacteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, le deuxième réacteur, c'est celui qui a marqué EDF là-bas, juste à côté de la porte jaune. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille, puisque c'est demain, du 65e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Nous célébrons également le 32e anniversaire, aujourd'hui, de la mise en activité du deuxième réacteur de la centrale du Tricastin. Le premier réacteur, celui qui est au fond, a eu 32 ans le 31 mai 2012. Le troisième et le quatrième atteindront leur 32e année le 10 février 2013 et le 12 juin 2013. Avant d'engager cette conférence, nous avons également une pensée pour les 30 cyclistes qui de Plogoff rejoignent Fessenheim. Plogoff, symbole de la centrale qui n'a pas pu polluer la pointe du Raz, grâce à une lutte exemplaire de l'ensemble de la population. Fessenheim, centrale la plus ancienne, qui menace toute une région et les pays avoisinants sans qu'ils aient eu à le choisir. Pensez également pour la population japonaise, qui enfin se mobilise en masse contre le nucléaire. Plus de 170 000 personnes hier à Tokyo. Symbole aussi qu'il ne faut pas attendre une catastrophe pour réagir et mettre fin à la politique atomique de nos gouvernants. Rappelons que le Premier ministre en activité au Japon lors de l'accident de Fukushima est aujourd'hui totalement anti-nucléaire. Quel dommage qu'il ne l'ait pas été avant. Enfin, nous avons choisi ce lieu pour la conférence de presse, car c'est de cet endroit que partent les convois de combustible usé très fortement irradiés. L'équivalent d'un demi-réacteur pour chaque wagon, qu'on appelle castor ou château, qui traverse la France jusqu'à La Hague. Si nous avons choisi de marquer cet événement, c'est que le Tricastin, comme Fessenheim ou Bugey, dépasse de 2 années d'activité la date limite fixée par l'autorité de sûreté nucléaire et de 5 années la durée de vie limite moyenne des réacteurs dans le monde. Il met en danger des centaines de milliers de personnes dans la vallée du Rhône et probablement bien au-delà. À cela s'ajoute que les 4 réacteurs du Tricastin fonctionnent au combustible MOX, un mélange de plutonium et d'uranium, encore plus dangereux en cas de propagation dans l'environnement. Si l'ASN a donné son autorisation à cette prolongation de 10 années de l'activité du Tricastin, elle relève toutefois l'importance de l'aptitude au service des cuves du réacteur. Contrairement à M. Prognot, patron d'EDF, qui assène sans hésitation que plus les centrales vieillissent et plus elles sont sûres. La cuve est l'équipement qui contient le cœur du réacteur. Elle subit à la fois une température élevée, 300 degrés centigrades, une pression importante et une très forte irradiation au cours du fonctionnement de la centrale. Les propriétés mécaniques de l'acier des cuves sont modifiées par l'irradiation. Sous l'effet des neutrons, l'acier de la cuve devient, selon le vocabulaire technique, plus fragile, sa résistance à la rupture en présence d'un défaut est amoindrie. Or, contrairement à d'autres éléments du réacteur qui peuvent faire l'objet d'un remplacement, les cuves sont inaccessibles. D'autres éléments vieillis mettent en danger les travailleurs du nucléaire qui travaillent dans des espaces exigus, sans prise électrique, parfois sans lumière. Voir à ce sujet l'excellent film qui était passé sur France 3 il y a quelques semaines, qui s'appelle La bombe humaine, réalisé par Elsa Fenner, journaliste et réalisatrice. Certaines cuves du parc électronucléaire français présentent d'ores et déjà des défauts sur leur revêtement qui sont dus au procédé lui-même de fabrication qui date, puisqu'il a plus de 40 ans. 33 défauts de sous-vêtements ont été observés sur 9 cuves, dont 20 sur la cuve du réacteur numéro 1 du Tricastin. En cas d'incident, comme cela s'est produit le 17 février 2011 sur les groupes électrogènes, et plus encore en cas d'accident nucléaire comme à Tchernobyl ou Fukushima, l'usure de la double enceinte en béton qui abrite la cuve du réacteur et les principaux composants nucléaires de la tranche met également en danger les populations environnantes. Détruire et reconstruire cette enceinte de béton que vous voyez devant vous là est quasiment impossible tant à cause de la radioactivité que du coût d'une telle opération. C'est cet affaiblissement des éléments de protection du cœur du réacteur qui impose une date limite de fonctionnement. Leur prolongement de vie est un risque calculé, entre guillemets, comme le disent les ingénieurs d'EDF. C'est surtout un pari risqué, totalement inacceptable. La NISA, Commission de sûreté nucléaire japonaise, qui vient de publier son rapport concernant l'accident de Fukushima, est éloquent à ce sujet
résultat d'une collusion entre le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie japonais qui fait la promotion du nucléaire, les autorités de réglementation et TEPCO, l'entreprise équivalente à EDF, ainsi que d'un manque de gouvernance. Ces entités ont trahi le droit de la nation à être à l'abri d'accidents nucléaires. Ils ont échoué à développer des moyens basiques de sécurité, tels l'évaluation d'une probabilité des dommages liés à un tel désastre et un plan d'évacuation des personnes en cas de fuite radioactive sérieuse. La Commission a relevé une ignorance et une arrogance impardonnable pour toute personne et toute organisation travaillant dans le domaine du nucléaire. Nous avons découvert un mépris pour la sécurité du public, explique encore le texte, pour qui l'accident a été créé par l'homme. Tout ce qui vient d'être déclaré pour le Japon est tout à fait valable pour notre pays et pour notamment la vallée du Rhône et Tricastin. Nous devons le dire, nous le disons avec force, ces gens, responsables politiques de gauche comme de droite, ingénieurs d'EDF et d'Areva, et patrons d'entreprises privées, plus concernés par les profits que par la sécurité des installations, ces gens nous mentent. Ils savent que le risque zéro n'existe pas, comme l'a prouvé l'effondrement du réseau téléphonique d'Orange, France Télécom. À ce moment-là, on nous disait que le risque zéro n'existe pas. Et pourtant, ils tentent le pari d'ajouter 10 années de fonctionnement à des réacteurs usés, fatigués et fabriqués avec des technologies vieilles de plus de 40 ans, à l'image des objets que nous vous présentons aujourd'hui qui sont derrière nous. Sortir du nucléaire pour Mardèche et le réseau Sortir du nucléaire appelle les nouvelles autorités politiques à mettre fin à cette politique du risque calculé en fermant en urgence les 20 réacteurs ayant dépassé les 30 années de fonctionnement, à préparer la fermeture des 20 autres réacteurs qui atteindront les 30 années dans les 5 ans à venir. C'est le cas notamment de la centrale de Bougas qui atteindra les 30 années en 2014. Et à mettre en place une vaste politique d'économie d'énergie, de construction de logements et d'installations économes en énergie et développant la recherche et la mise en place d'énergies alternatives, propres et surtout démontables. Cette gauche de gouvernement, aujourd'hui, quasi unanimement pro-nucléaire, ou pour les autres ayant mis l'abandon du nucléaire sous le boisseau pour des raisons électoralistes, doit se ressaisir et ne pas attendre un accident irrévocable comme celui qui vient de toucher le Japon pour prendre des décisions courageuses, économiquement responsables et uniquement indispensables. Voilà, je vous remercie, je vous donnerai cette déclaration. Je vous annonce aussi pour ceux qui ne le savaient pas qu'on est ici donc juste devant la sortie des châteaux nucléaires, c'est-à-dire c'est les fameux wagons qui valent l'équivalent d'un demi-réacteur et qui se baladent dans toute la France. Si vous avez des questions. Les cuves sont soumises à très forte température, sont soumises à une variation importante de température chaque fois qu'on rechange de combustible. C'est le fait de monter en température le métal et de le refroidir, de le monter et de le refroidir. On appelle les phénomènes de fatigue qui font qu'irrémédiablement, plus une cuve est vieille, plus elle est usée, plus elle est ce qu'on appelle fragile dans les centres. Et c'est là que l'EDF est complètement irresponsable quand il nous dit plus une centrale est vieille, plus elle est sûre. Non. Plus une machine thermique est vieille, moins elle est sûre. C'est pas pour rien que les moteurs de voitures explosent au bout d'un certain nombre de kilomètres. Sinon, les moteurs font des millions de kilomètres. Je voulais juste te rappeler que l'usine RMS a fermé. C'est l'usine Georges Best 2 qui a pris le relais avec une consommation électrique 50 fois inférieure à l'usine Georges Best 1 et que du coup, il y a au moins d'autres réacteurs qui ne servent absolument plus à rien. On n'a pas abordé une quantité d'autres sujets sur le nucléaire en se focalisant sur l'anniversaire. Une raison simple, je crois, c'est que maintenant, il est la responsabilité des populations de signaler que le yaourt, quand il a dépassé la date de validité, on n'est plus en vente. Eh bien, le yaourt, c'est pas très grave, c'est une indication. Là, c'est
Pierre Morel, donc je suis vice-président de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, juste en face de la côte, et en charge des énergies renouvelables et de l'eau, et membre de la Clichette. Et il y a quelques jours, les membres de la Clichette qui étaient volontaires ont été invités à visiter la tranche numéro 3 qui était en arrêt technique et qui était en visite décennale, troisième visite décennale. Et lors du petit briefing qu'on nous a fait avant de visiter le réacteur, puisqu'on a eu accès au bâtiment réacteur et au bâtiment combustible, on nous a vraiment ouvert les portes. On nous a laissé entendre que les Américains aujourd'hui allaient prolonger la durée de vie de leur réacteur PWR, les mêmes parce que la technologie américaine, c'est Westinghouse qui nous a vendu les brevets il y a 40 ans, qu'ils allaient donc prolonger la durée de vie de leur réacteur jusqu'à 100 ans. Donc on a encore 100 ans sans refaire les cuves. Oui, non, mais on peut pas Parce que la cuve, de toute façon, voilà, c'est ingérable. ni les cuves, ni d'ailleurs la condensate. Ils ont fait un calcul de coût. Ça coûterait plus cher de refaire les enceintes avec des cuves de béton là, que de refaire les centrales. Je ne comprends pas, moi, s'il y avait, mettons, demain, c'est pas souhaitable, un danger, qu'il y a eu des problèmes dans la déjà est-ce qu'il n'y avait pas une loi que dans l'oreille, soit le président, les ministres, les fêtes de prison, ou alors. C'est là qu'il faut attaquer. Non-assistance à La psychiatrie, quand ça a machiné, on les avait attaqués, après on les a fait après, on a gagné. Il faut les mettre devant le pied du mur. C'est eux qui sont responsables. S'il y a un problème, c'est eux qui sont responsables. Il faut arriver une loi votée, soit totale. Ils t'ont prévenu, ils n'ont rien fait. Bon, non, c'est 100 personnes en danger, il y a beaucoup de choses. C'est notre sens de l'appel à la gauche aujourd'hui qui est majoritaire de prendre de telles décisions. Le problème, c'est qu'on a affaire aujourd'hui très majoritairement à une gauche pro-nucléaire, donc ne sera pas telle loi, et à des députés même anti-nucléaires qui aujourd'hui sont largement tenus. Et il est où le tumulus des déchets d'enrichissement pour la bombe atomique? Ça, je suis incapable de répondre à cette question. Moi, je sais que deux choses. Si jamais il y a un potentiellement un danger, un génocide, je sais que je ne serai pas fait. J'ai 3 800 000. C'est pas les lois qui changeront quelque chose. C'est pas les mêmes gens. Non, mais l'exemple japonais est complètement parlant. Quand je parlais de mépris, c'est le rapport officiel, hein. C'est pas un rapport d'anti-nucléaire. Ce que j'ai cité, c'est le rapport officiel suite à l'accident. Ce rapport est extrêmement dur. Quand il parle du mépris qu'avaient les autorités, je crois que là, on a vraiment une attitude similaire de la politique française, de gauche comme de droite. Rappelons que 1981, c'est la gauche qui met en place ces 4 réacteurs, qui ont été réalisés sous la droite. Une grande partie des réacteurs ensuite ont été faits sous la gauche, droite, Chirac, etc. Il y a une sorte de corruption aujourd'hui générale et un mépris complet, total d'EDF. Et les politiques disent aujourd'hui, et ça a été le cas notamment de notre président actuel, ils disent qu'ils font confiance aux ingénieurs d'EDF et d'Areva. Et ils nous disent, tant que la SN ne nous dit pas que c'est dangereux, pour nous c'est pas dangereux. Voilà. On est dans la même situation qu'au Japon. Et peut-être que demain, après un accident, François Hollande deviendra le premier anti-nucléaire de France. Mais voilà, on aimerait bien qu'il le devienne au Japon. Comme moi j'étais aussi invité à une époque à La Hague, on a le droit à de très belles visites où on nous montre des installations absolument nickel, où on ne croise que des agents de l'EDF, Il ne faut pas oublier qu'à Cruas comme au Tricastin, aujourd'hui, un tiers du personnel, et notamment du personnel qui a accès aux installations nucléaires, un tiers du personnel sont aujourd'hui des travailleurs de la sous-traitance, voire de la sous-traitance. Voilà, il y a jusqu'à 8 niveaux. Et il y a quelques semaines, à Cruas, il y a eu une grève de 3 semaines des travailleurs d'une
France parce qu'ils essayaient de faire, de casser l'entreprise en plusieurs marchés de façon à ce que les salariés puissent plus s'organiser et se défendre. Avec la complicité d'EDF. C'est-à-dire que ces entreprises et EDF séparaient les marchés pour les mettre dans des entreprises différentes et que ces salariés ne puissent plus se défendre et se mobiliser. Il y a eu un accident, c'est un travailleur de Cruas qui nous l'a dit, qui aurait pu être un accident grave, d'un salarié qui a craqué dans la zone nucléaire et qui avait sorti sa masse et qui cognait contre des... il craquait. Bon voilà, alors vous pouvez craquer dans un magasin à France Télécom, vous cassez un truc, c'est pas très grave. Ici, un salarié qui craque parce qu'ils sont mis en telles conditions, eh bien ça met l'ensemble de la centrale en danger. On ne peut pas savoir quel type d'accident existera. Voilà. Les Japonais n'avaient pas du tout envisagé le tsunami et les tremblements de terre aussi importants, et pourtant ils auraient pu s'en méfier. Et nous ne pouvons pas imaginer qu'un tremblement de terre puisse avoir encore lieu ici. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des Kadhafi ou des Saddam Hussein qui utilisent le parking de l'autoroute qui est pas loin d'ici? Tout est possible. Les attentats, bien sûr, sont des probabilités qui étaient chez nous. Et un tremblement de terre dans la région est tout à fait possible. On donnera à la presse tout un dossier qu'on a fait sur notre Tricastin, qui est beaucoup plus complet que la déclaration que j'ai faite, bien sûr, mais qui montre aussi que cette centrale, comme celle de Cruas, ne sont pas à l'abri d'une rupture d'un barrage sur le Rhône, notamment. Rupture d'un barrage. Il faut savoir que là où nous Cela, il faut les fermer tout de suite, c'est très clair. Voilà. Là où nous nous trouvons, on est 7 mètres au-dessus du canal. Rupture de la digue qui est juste là devant vous, 7 mètres d'eau là-bas. Bon, il est évident que notre position à sortir du nucléaire est un arrêt immédiat de tous les réacteurs nucléaires. Ça, c'est une position qu'on a faite. Oh non, c'est faux. C'est notre position aujourd'hui. Ce que l'on dit par contre, c'est qu'il y a nécessité, en urgence, de fermer les 20 réacteurs qui ont dépassé 30 ans. Ça, c'est, du point de vue de l'opinion publique, c'est ce qui peut marquer, c'est ce qui peut être, je dirais, accessible pour une grande, et entendu par une grande partie. Il est évident que c'est l'ensemble du nucléaire qui doit cesser. On ne peut pas continuer à créer une industrie qui hypothèque des générations et des générations. Voilà. Un accident dans une mine peut faire une centaine de morts, c'est un scandale, mais c'est une génération qui est touchée. Ici, un accident nucléaire, ce sont des centaines de générations qui sont touchées. L'accident, c'est sûr qu'elle arrivera, parce que le réacteur est resté avant 6 mois, le temps qu'on répare. Maintenant, elle reste 3 semaines, 4 semaines. C'est du rendement, c'est de l'argent. Il n'y a que de l'argent, que de l'argent. Un jour, on va y arriver. C'est dommage. C'est qui va payer le prix. C'est les populations, notamment les moins, ceux qui ne pourront pas se cacher. C'est la question posée, monsieur. C'est une question politique et c'est à nous de convaincre maintenant les politiques. Un truc intéressant, en 50 ans en France, aucune élection n'a abordé le problème du nucléaire. Pour la première fois, avec l'élection présidentielle, notamment grâce à la chaîne humaine et à d'autres actions à tous les niveaux, y compris d'ailleurs à Avignon par le CAD, je dis ça pour la copine, le nucléaire a commencé à être abordé dans une élection. Et imaginez que pendant 50 ans, ça n'a jamais été un thème électoral. Ça, c'est quelque chose que nous devrons faire bouger, c'est faire bouger aussi les politiques sur le sujet, notamment les partis qui devraient être que l'on nomme les partis socialistes. Et tout ça a commencé par la bombe atomique, et la bombe atomique, on l'a toujours, et non seulement on l'a, mais les autres aussi l'ont. Alors donc Tricastin est la cible numéro 1 en Europe pour recevoir une éventuelle bombe atomique. Et l'Irak aussi. Oui, mais enfin... Alors pour aller dans le sens de Dominique, il me semble qu'il faudrait s'interroger comment l'Allemagne, la classe politique allemande, a choisi donc de sortir du nucléaire. Et c'est irrémédiable, toute la classe politique allemande est d'accord sur ça. Et donc il y a un mouvement de masse pour la sortie nucléaire qui a été créé en Allemagne, qu'on n'a pas réussi nous à importer et à créer en France. Donc la problématique elle est peut-être là, c'est créer ce mouvement de masse qui fera pression sur les politiques de telle façon que ça sera irrémédiable, comme en Allemagne. Donc ça c'est l'enjeu, c'est notre rôle à chacun, et à nous de créer ce mouvement de masse pour la sortie du nucléaire et pour que les politiques engagent cette sortie définitive. Normalement la fermeture de Fessenheim est dans les tuyaux, mais ça sera une route peut-être pour la démonstration où ils vont fermer Fessenheim. Est-ce que les autres vont suivre dans la foulée?
notre rôle à nous, de la pression qu'on peut exercer. C'est la seule solution qui nous reste. C'est le mouvement de masse pour sortir du nucléaire en France, qui touche la classe politique. Ce que nous n'avons pas encore réussi. C'est vrai que la démonstration des 60 000 dans la vallée du Rhône était quand même intéressante et préparatoire à ce processus. Il faut poursuivre. Et par rapport à c'est ce qu'on espère par rapport à la chaîne, cette mobilisation qui a eu lieu le 11 mars 2012, qui a réuni 60 000 personnes. Tout ce potentiel, il faut absolument le conserver. Et déjà, on se prépare, mois après mois, à préparer une grande manifestation qui aura lieu à Paris le 9 mars 2013, qui sera très symbolique puisqu'elle va relier Paris à Nogent. Et Nogent est à 106 km de Paris, beaucoup plus proche que Fukushima par rapport à Tokyo. Donc on imagine les conséquences qu'aurait une catastrophe à Nogent. Comme tu disais, vraiment la mobilisation de masse, il faut la travailler, c'est du travail de longue haleine. Mais bon, on n'a pas fait Paris en 2 jours, la petite route elle grossit, espérons. Il y a un accident nucléaire qui est du compte qui se met à faire. Voilà au Japon. Malheureusement, espérons qu'il n'y aura jamais d'accident. Malheureusement, au Japon, c'est ce qui s'est passé. La mobilisation, Il était 4 ou 5 et maintenant on est voilà. Donc, mobilisons-nous. on arrivé là. Mieux le faire avant l'incident. Mais peut-être que... C'est pour ça que pour les victimes qui sont du cancer, tout ça, il faut déposer des plaintes, et que la justice se mette en route. Et qu'on condamne les responsables, que ce soit des ministres. Regarde, pour la thyroïde, ça n'a même pas abouti. Il y avait une question là-bas, c'était quoi? Astrid, Ça fait toujours. sur le générateur, Un bain de collier. Ah, il faut que tu nous expliques ce que c'est. un surgénérateur. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Avance-toi un peu, on n'entend pas. Surgénérateur, c'est utilise le plutonium. D'accord. Oui, de Crémalville, surtout. Non, Astrid à Marcoule. À Marcoule, oui, Astrid à Marcoule. Le nouveau projet. Le nouveau projet. Ça recommence. C'est le projet qui remplace Phoenix, qui s'est arrêté il y a quelques années à Marcoule, et qui était la maquette de Super Phoenix dans l'Ain, qui n'a jamais fonctionné correctement et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à démanteler. Attention, il y a autant de personnes aujourd'hui qui travaillent sur Super Phoenix qu'au moment de sa mise en marche, de sa tentative de mise en marche. 400 personnes. Ouais, et on n'arrive pas on n'a pas vidé par exemple le sodium, ni le combustible lui-même. Donc on arrive au bout du bout, on se rend compte aujourd'hui, et on le voit avec, pardon je montre ici mais c'est là-bas, on le voit avec Georges Best numéro 1, donc avec Eurodif. Je vous rappelle qu'on l'appelait Irandif d'ailleurs à l'époque, il y a 35 ans, parce qu'il s'était financé en grande partie par le Shah d'Iran. Aujourd'hui, on ne sait pas que faire des 150 000 tonnes d'acier contaminées que représentent tous ces tuyaux, toutes ces pompes et tous ces trucs-là. Il y a un projet de les recycler en feraille comme bâtiment. Oui, qui vont contaminer le béton et que ce sera encore plus difficile quand on démantèlera. L'autre jour, on a visité Eurodif aussi, toujours avec la Cligette, et on nous a dit, ah oui, mais vous savez, il y a 35 ans, quand on a commencé à construire Eurodif, on n'avait pas pensé à son démantèlement. Alors, très naïvement, j'ai posé la question de Georges Best 2, est-ce que vous avez, puisque vous le construisez en ce moment, vous connaissez les problèmes du démantèlement d'Eurodif, est-ce que vous avez envisagé le démantèlement de Georges Best numéro 2? Non. Parce que le petit Théo, Vas-y. ils n'avaient pas pensé au démantèlement, mais ils avaient beaucoup pensé à l'avancement. Oui, bien sûr. Et ça continue. Et tant Oui. qu'il y aura des gens qui, au lieu d'être modestes, gagneront de plus en plus d'argent en se foutant de la gueule des autres, ça continue. Bien sûr. Alors je peux vous parler très rapidement aussi d'un risque très important sur le Tricastin, qui n'est pas un risque nucléaire, mais qui est un risque chimique. Ça c'est beaucoup plus grave encore. Et la combinaison des deux, C'est beaucoup plus grave encore. Simplement sur le chantier ici, en ce moment, il y a 3000 personnes qui travaillent. Il y en a 600 qui sont équipés de masques à gaz à la ceinture. C'est les gens d'EDF. EDF. Hein. Et les autres? Les autres n'ont pas. Et il n'y en a pas pour tout le monde. c'est les cobayes. Et aujourd'hui, pour le nouveau procédé d'enrichissement, donc on va utiliser des quantités d'acide et des tas de trucs, mais surtout pour la décontamination
de Georges Best numéro 1, on a encore 120 tonnes d'uranium qui sont piégées dans des tuyauteries un peu partout dans ces, comment dirais-je, dans ces immenses tuyaux et ces pompes et tout ça. Et avant de faire la mise à l'air de ces tuyaux, aujourd'hui on les a mis sous azote pour empêcher la rouille, la corrosion, enfin limiter la corrosion. Mais cet uranium, il va falloir le sortir, enfin en sortir le maximum. Et on va rincer ces tuyauteries avec un acide qui est l'acide le plus violent qu'on puisse connaître aujourd'hui sur la planète. C'est le CLF3, c'est un trifluorure de chlore. Il attaque même le verre, cet acide. Et on va en produire 140 à 160 tonnes à Socatri, l'usine qui est juste là-bas derrière. Et on a visité l'autre jour le petit local dans lequel on fabrique le CLF3. On se croirait dans un sous-marin russe de la précédente guerre. Moi je m'attendais à voir des pupitres avec beaucoup d'informatique, des tas de boutons, des gens hyper clean, protégés de tout. En fait on est dans un bunker. Ce qui est curieux c'est que la toiture du bunker est en éternite. Il n'y a que les parois qui sont protégées. Le CLF3 est lourd donc il devrait rester au sol, mais bon, voilà. Et on a des genres de volants. Il y avait Michel Rivasi qui était avec moi, on faisait des bonds tous les deux. On a des axes métalliques qui sortent de ces parois de béton très épaisses avec des volants en fonte et on manipule le CLF3 comme ça, sans aucun robot, sans rien du tout, à la main, en vissant ou en dévissant des vannes, des trucs. On se croirait dans un autre siècle. Donc il y a une vétusté, c'est des trucs qui ont été construits à l'époque par le CEA, par les militaires pour faire la bombe atomique, et rien n'a changé depuis 40 ans. Et quand vous dites, mais pourquoi vous ne modernisez pas? On vous dit, mais non, le personnel est habitué à travailler avec ce genre de matériel, avec ce genre d'équipement, et si on le modernise trop brutalement, le personnel va être paumé. C'est une bonne liaison avec les matériels qu'on a mis ici, là devant oui. nous, qui sont encore en fonctionnement, mais qui sont devenus aussi obsolètes que ces couloirs et ces installations qu'on trouve à l'intérieur. Tout à fait. Voilà. Ça fonctionne, sauf que c'est usé, c'est moins solide, et surtout ce sont des technologies largement dépassées. C'est comme nous on s'use aussi. Bah, la fiabilité elle est moindre, c'est évident. Enfin, cela dit, l'informatique, C'est pas fiable. heureusement, l'informatique a montré que justement oui, il y avait des le limites. défaut zéro n'existe pas. Voilà, exactement. Aucun ingénieur d'EDF n'était aujourd'hui de toute bonne foi capable de nous dire qu'aucun accident n'est possible. Nous vivons à côté Il n'y a d'une pas quelque chose qui fonctionne bien, c'est la bombe atomique. Les objets, ça même celle-là, elle n'est pas certaine. Tu vas avoir confiance en elle. Je vous signale que vous êtes passé à côté d'une butte de terre, là, le long du grillage. Il y avait le grillage, la voie ferrée, la butte de terre derrière. Vous avez des barrières de graphite qui datent de l'époque des militaires de Tricastin. Hein. C'est des barrières qui ont servi, c'est les toutes premières technologies d'enrichissement par diffusion gazeuse à travers des barrières de graphite. On ne sait pas que faire de ces barrières. On les avait jetées dans une décharge en dehors du site. Hein. J'avais fait une intervention à l'époque il y a 25 ans, 30 ans, je ne sais plus, 25 ans. Il y a des gens, des paysans du coin qui ont récupéré ces barres de... Alors c'était beau, ça faisait de très belles dalles. Ils en ont fait des entourages de piscines, ils ont fait des dalles de jardin. Et puis quand moi j'ai fait l'article dans la tribune de l'époque, très vite il y a des militaires qui sont venus, qui ont récupéré ces quelques camions qui avaient été déversés dans une ancienne gravière pour la combler. Et curieusement aujourd'hui la nappe phréatique de Pierre Latte, il y a deux zones de pollution importantes de la nappe phréatique. Une qui est juste en aval du site. Donc on peut imaginer que l'eau qu'on pollue ici, elle se retrouve là-bas. Et une autre un peu plus loin, là-bas, du côté sud-ouest, qui est à la verticale de cette décharge sauvage de l'époque. Et on m'a sorti, un ingénieur hydrogéologue m'a dit non, c'est une pollution qui vient de l'Ardèche, de Saint-Marcel et Saint-Just d'Ardèche. Il y a des gens de Saint-Marcel et de Saint-Just ici. Il y a une ancienne mine de lignite. Mais vous savez que la lignite contient 0,01 mg par tonne de lignite, donc d'uranium. Et c'est cet uranium qui passe sous le Rhône, qui remonte et qui vient polluer la nappe phréatique des Dromois. Vous voyez le mépris. Je parlais de mépris tout à l'heure, d'arrogance. C'est tout à fait ça. Bon, le gars de Marcoule qui est décédé il n'y a pas si longtemps, là, dans la cuve. Moi j'ai vu des intérimaires qui ont travaillé à cette cuve. Ils ont dit je ne comprends pas qu'ils ont fait comme ça, ils ont signalé qu'il y a des problèmes. Non, ils ont continué.
s'en foutent. Parce que derrière, ils embauchent la famille, quelqu'un meurt de cancer, et ça marche comme ça. Moi j'ai vu sur Saint-Marcel, quelqu'un qui est décédé d'un truc sur le nucléaire, mais toute la famille est rentrée. Ils allaient nettoyer ou autrement. C'est ce qu'ils ont fait avec ça marche comme ça. Fermez vos gueules, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut porter plainte.